Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils savent sauver des baleines en détresse, mais pas des migrants perdus dans la Méditerranée. Ils savent jouer la mélodie de l'ouverture, mais chantent dans les frontières, celle de l'enfermement. Le cimetière des migrants est toujours bleu, le ventre de l'Atlantique toujours béant, et l'Odyssée des oubliés, un crime contre l'humanité. De l'inhumain à Melilla. Mais ce n'est qu'un point noir dans un océan de mots. Littérature et migration, mot contre mot, c'est le thème de cette émission réalisée ici à la place du souvenir. Derrière moi, le continent africain, le grand bleu, en face de moi, de grands esprits. Samy Tchak, bonjour. Bonjour. Jeune africain, au jeune écrivain de 62 ans, c'est ça, auteur de plusieurs ouvrages, de la place des fêtes au continent du tout ou presque rien. On voyage à travers les mots. Nous sommes également avec Mamadou Samb. Bonsoir. Bonsoir. Le monde est aveugle, mais vous gardez un peu ce regard. On parle un peu de votre ouvrage magnifique, Le regard de l'aveugle, que vous aviez écrit. Et c'est important aujourd'hui de parler de ce drame. On a eu un drame à Kafountine, 140 migrants à bord d'une pirogue de fortune. Elle a échoué, cette pirogue. Il y a eu des jeunes qui voulaient un peu briser l'Eldorado. Samy Tchak, quand vous avez vu les images à Ceuta, Melilla, en tant qu'écrivain, vous avez écrit beaucoup sur les migrants. Quelle pensée avez-vous? Oui, ces images, malheureusement, qui commencent à devenir banales. Je dis malheureusement parce qu'elles sont montrées et ce n'est plus nouveau. On commence même à détourner notre conscience de ça. Et quand je vois ça, la seule question que je me pose, je me dis, quels étaient les rêves de ces personnes? Qu'est-ce qui les avait poussés à s'en aller? Et nous, qui sommes ici ou de l'autre côté, qu'est-ce que nous pensons de ceux qui croient que leur rêve est d'affronter les mers au prix de leur vie? Je me pose cette question et c'est peut-être là que ma tristesse est parfois très grande. Je me dis, ce n'est pas une mauvaise chose que les gens partent, mais c'est comment et pourquoi ils partent. Si c'est parce qu'il n'y a plus rien chez eux, oui, c'est triste, parce que beaucoup de personnes viennent dans des conditions peut-être plus confortables parce qu'ils pensent qu'il y a tout sur le continent africain. Et ça, ce paradoxe me rend toujours triste. C'est un paradoxe d'ailleurs pour le continent africain, Mamadou Samb, le continent de l'avenir, mais le présent est oppressant, obligeant des jeunes à braver le grand bleu. Comment comprendre un peu ce phénomène qui persiste, un vieux serpent de mer même? Je pense que vous avez dit l'Afrique est un continent de l'avenir, mais je pense qu'il faudrait que ça soit un continent du présent. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que l'Afrique soit un continent de l'avenir. Ce qui se passe réellement, c'est que, M. Tchak l'a dit tout à l'heure, c'est la banalisation de ces morts. Le fait de les voir s'étendre, n'est-ce pas, sur nos plages, comme des poissons qui échouent. Après avoir pérégriné ou bien après avoir tenté de partir. Le problème qui se pose, c'est que, vous savez, nous écrivains, on aime bien travailler sur le rêve. Je vous ai entendu parler du rêve la dernière fois, M. Tchak. Ce qui est grave, c'est de tuer le rêve dans l'individu. Tuer le rêve dans l'individu, c'est le tuer en même temps. Partir, ce n'est pas grave. Mais comment partir, c'est ça le problème. Parce que quand on part, quand on s'en va, c'est parce qu'on sent un besoin. Le besoin de partir parce qu'on ne se sent plus là, on ne se sent plus bien là où on est. On peut partir parce qu'on a un besoin économique, c'est-à-dire on a besoin de subsistance. On peut partir parce que tout simplement aussi on rêve de partir. Ça arrive. Et ça dit que ce qui arrive souvent à nos jeunes, c'est que, comme vous l'avez dit, ne faisant plus de l'Afrique notre Afrique du présent, en font une Afrique de l'avenir, ils sont pressés d'aller vers cette recherche de cette Afrique autre part. Parce que vous allez me dire qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Énormément de choses. Mais surtout le rêve qu'ils ont envie de réaliser. Et je pense que si on ne fait rien, n'est-ce pas, pour arrêter de tuer le rêve dans ces jeunes-là, ça va continuer encore. Il ne faut pas tuer le rêve, Samy Tchak, mais il faut peut-être tuer le mirage de Paris. Et je cite là un ouvrage de Birago Diop. Oui,
c'est ça qui est peut-être très compliqué, tuer le mirage. Parce que j'ai souvent entendu, avec raison, ils quittent peut-être ce qu'ils croient être l'enfer, ils vont vers l'Eldorado. Je rappelle quand même un peu le sens de Eldorado. C'est important. Parce qu'il faut vraiment le rappeler. Eldorado, qui signifie en espagnol le doré, est né aussi d'une illusion incroyable. Et moi, je suis allé en Colombie, à l'endroit où est né le malentendu de l'Eldorado. Le lac de Guatavita, qui avait une très grande importance culturelle pour les Chibchas de la Colombie, était le lieu aussi où il y avait une cérémonie annuelle. La cérémonie annuelle consistait à ce que le roi soit tout couvert de poudre d'or et il plongeait dans le lac. Les Espagnols conquérants, des bandits, il faut bien le reconnaître, c'est quand même des bandits, les conquérants c'était des bandits quand même, qui arrivent là, voient une sorte de miracle, un homme qui émerge de l'eau avec des reflets d'or. Et ils ont vu un homme doré. Et, oui, ça signifie tout simplement le doré. Et à partir de cet homme doré, ils ont fait une déduction. Ils ne comprennent même pas ce que c'est, ils ne cherchent même pas à comprendre ce que c'est. De toute façon, ils ne comprennent pas la langue espagnole et leur langue. Il y a tellement d'or dans ce coin-là que même l'eau, il suffit que quelqu'un plonge, il en sort recouvert d'or. Le mythe de l'Eldorado est né là-bas. Les histoires de ruer vers l'or sont nées de ces malentendus-là. Même quand on a découvert le sens réel de l'homme doré, ça n'a pas arrêté les gens de penser que le continent américain est le continent de l'avenir. Il y a eu beaucoup de morts dans ce coin-là avant qu'ils ne fassent ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer les autres pour s'implanter là-bas. Et je pense que ce mythe continue. Parce que ce mirage de Paris, on ne le tuera pas. On ne peut pas continuer à penser que les gens qui partent ne sont pas au courant. Exactement. Rien que les morts aux plages, ils les voient. Oui. Ils voient à la télé qu'il y a des morts. Quand ils partent, ils savent qu'il y a des gens abandonnés dans le désert, qui sont morts dans le désert. Ils savent très bien que certains arrivent là-bas, ils ne trouvent quand même pas le moindre espace où accrocher leurs racines qu'ils ont emportées avec eux pour que le rêve commence à s'enraciner. Mais ils partent. Oui. C'est-à-dire, comme les Espagnols qui ont compris que non, en fait, ce n'était pas l'eau qui possédait de l'or, c'était une cérémonie, continuent à croire que la Colombie, c'est le coin de l'or. Ils continueront à y aller. Pourquoi? Oui. Pour une bonne raison, c'est parce que, et là, tu as pleinement raison, à partir du moment où nous réduisons notre continent à une simple opportunité à venir, Oui. et non le lieu de la réalisation effective de tous les rêves, eh bien, il y a des gens qui pensent que, quitte à mourir, je préfère aller mourir là-bas plutôt que d'être dans l'enfer ici qui ne me lâche pas. Comment faire pour qu'un jour, on cesse de penser que nous sommes dans un enfer? C'est-à-dire, cette question-là, elle se pose. Moi, j'ai quand même une petite expérience de l'Amérique latine. Mais quand on est dans des pays d'Amérique latine, on voit des misères qu'on ne rencontre pas ici. Exactement. Bien sûr, il y a beaucoup de latino-américains qui partent vers les États-Unis. Mais on ne les associe pas, ces pays-là, à la misère, comme on l'a fait du continent africain, où tout le monde vient quand même puiser ce qu'il a à puiser. Mais on nous associe à la misère comme continent africain, c'est même synonyme de pauvreté, misère, guerre. Nous ne sommes pas tous en guerre. Il n'y a pas partout de la misère. Il y a la pauvreté. Nous ne sommes pas les seuls à connaître la pauvreté, ni dans les villages, ni dans les villes. Il suffit quand même de s'intéresser un peu ou d'y aller dans les campagnes chinoises pour savoir que la misère ou la pauvreté en Chine, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on connaît sur le continent africain. On n'associe pas la Chine à la misère ou à la pauvreté. Comment changer ce regard? Pas pour les autres. Souvent, les gens disent qu'il faut qu'on change le regard des Occidentaux sur l'Afrique. On s'en fout de ce que les Occidentaux pensent de l'Afrique. Mais nous, quel regard nous portons sur notre continent pour que
nous ayons de lui une telle tendance à le dévaloriser au profit des miroitements ou des enfers des autres qu'on considère comme peut-être beaucoup plus accueillants que nos paradis possibles. Et d'où l'importance des intellectuels, ces intellectuels qui doivent rapatrier notre imaginaire. Nous sommes des constructeurs de sens. Avec les mots, on peut changer les choses. Avec les mots, on parle un peu de la littérature, Mamadou Samb. Oui, je pense que vous n'avez pas fait de ma raison, avec les limites bien sûr, hein, parce que je le disais hier dans ma conférence, il ne faudrait pas qu'on donne à l'intellectuel en général, hein, un titre qu'il n'a pas du tout. Il ne faut pas qu'on lui donne aussi des pouvoirs qu'il n'a pas. Hein. Il n'a pas ce pouvoir-là. Oui, il n'a pas ce pouvoir. C'est-à-dire que les révolutions ne sont pas faites par les masses, comme on dit. Les masses suivent. Oui. Mais les révolutions sont toutes faites par des idées, et souvent les idées émanent d'une minorité. Hein. Mais les masses suivent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous ceux qui ont fait des études sur ce qu'on appelle les mouvements, les masses, la population et autres, se méfient toujours des réactions des masses. Alors, mais c'est pour dire tout simplement que mettons un peu d'eau dans notre vin, hein, en tant qu'intellectuel, en pensant qu'on peut toujours modifier les choses. Maintenant, que faire? Mais que faire justement? Je vais Oui. vous donner un exemple. Dans mon livre, Le regard de l'aveugle, pour vous dire par exemple comment on peut avoir un besoin de partir, ou bien comment on peut être obligé de partir. Oui. Et hier par exemple, j'ai suivi une conférence où la dame nous disait que j'ai tout abandonné pour écrire. J'ai tout abandonné, c'était pour écrire, parce que je n'en pouvais plus. Oui. Alors, prenons le cas par exemple du regard de l'aveugle d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui a grandi dans un petit village à Tienfala, au Mali, hein, qui a subi tout ce qu'on appelle les mutilations sexuelles, excision, mutilation et autres, etc. hein, mais qui est parti à Bamako pour être sauvé. Donc, un premier départ, Oui. qui part à Bamako pour être sauvé. Arrivé à Bamako, son oncle, avec tout ce qu'il y a comme politique actuellement, a connu les affres, n'est-ce pas, d'un régime qui a voulu le liquider. Parce que tout simplement, il avait une formation soviétique. Ensuite, elle était obligée de revenir encore à Bamako. Arrivée à Bamako, elle trouve son père frappé par ce qu'on appelle l'onchocercose. Elle était obligée donc de dire ou bien je reste Oui. et je meurs avec papa, ou bien je m'en vais comme tout le monde est parti. Une obligation. Oui. Alors, elle est partie de Tienfala, de son petit village, pour revenir à Bamako. Arrivée à Bamako, à cause de tout ce qu'il y avait tout autour, elle était obligée de partir encore pour dire je vais vers l'Eldorado. Et aussi la notion d'Eldorado. Eldorado, avec ses origines que nous connaissons, que vous avez citées tout à l'heure, mais l'Eldorado a été changé totalement par les Américains, qui en ont fait ce qu'on appelle la ruée vers l'or. Et souvent, nous ne faisons que suivre. Et on a dit donc l'Eldorado, pour l'Eldorado, c'était Dakar. Parce qu'on lui a dit, elle a eu dire que arrivé à Dakar, on peut manger, les mendiants sont traités, sont bien traités, ils mangent bien, on leur donne et il y en a même qui construisent des immeubles. Alors elle est partie, elle est venue. C'est une obligation, il y a quelque chose qui l'a poussée à venir. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème, ce n'est pas le fait de se déplacer. Oui. Ce n'est pas ça le problème. Mon problème, c'est la banalisation des conséquences des déplacements. Oui. Et quand, par exemple, je vois, par exemple, ce qui s'est passé ces derniers temps à Sweta, hein, avec disons-le, hein, il faut qu'on soit courageux. C'est des Noirs qui ont été, qui sont couchés. Mal nommés, c'est ajouté au malheur à ce monde. C'est bien de les nommer. On tape sur eux, Oui. on les maltraite, hein, ils essaient de franchir des barrières. Mais attendez, ce n'est pas seulement ici en Afrique où il y a cette affaire. Aux États-Unis, ça existe. L'Amérique du Sud est en train de monter vers l'Amérique du Nord, mais on ne voit pas ces affaires-là. On ne voit pas ça du tout. Pourquoi est-ce que ça devrait continuer à exister en Afrique? Oui. Et pourquoi on banalise ça? Et pourquoi nos dirigeants, Oui. ce n'est plus maintenant l'intellectuel qui parle, mais pourquoi nos dirigeants, hein, ne réagissent pas du tout par rapport à ça, ou bien d'une façon très timide, à travers des déclarations de presse, des déclarations de... Mais attendez, il faut que ça s'arrête. Et mais je vais aller plus loin. Allez-y. Je vais aller plus loin. Vous pensez que la mort
on va le citer, hein. La mort d'un blanc quelque part a plus de valeur que la mort de 60 ou 70 noirs quelque part. Mais malheureusement, c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a eu un décès quelque part en Europe, ou en France, en Europe, ou bien aux États-Unis, ou même en Chine quelque part, mais ça devient un tollé, on en parle partout. Et il y a même souvent un branlement diplomatique par rapport à ce décès. J'appelle ça d'une façon très gentille, ce décès. Mais quand, par exemple, des personnes s'étalent sur les plages comme des mouches, mais personne ne réagit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'un des articles importants de la charte du Mandé, c'est une vie vaut une vie. Mais la faute à qui? On indexe l'autre, mais la faute à qui? Vous avez écrit le continent du tout et du presque rien, Samy Tchak. Oui, ben je pense que les questions que tu poses, c'est celles qui nous empêchent de bien dormir. C'est-à-dire, à un moment, il faut le reconnaître. Très bien. Parce que, moi, je l'ai souvent dit, hein, quand je suis dans les Antilles, mon épouse est guadeloupéenne, et aux États-Unis ou à Cuba, je dis toujours, hein, quand je discute avec les Noirs, vous n'y êtes pour rien. Un jour, vous aurez une valeur, peut-être humaine, égale à celle des autres si les Noirs se mettent enfin debout sur le continent africain. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Hein. Ce n'est pas d'Amérique latine, ni aux États-Unis. Vous pouvez mener vos luttes pour améliorer vos conditions immédiates de vie. Mais l'image globale du Noir ne changera pas tant que le continent africain demeure celui qu'on considère comme le rien du tout. Oui. Ce que tu viens de dire, on peut trouver des situations où il y a 1000 morts noirs africains. Mais, et alors? On a presque envie de dire, mais ils sont habitués à ça. Hein, je sais pas, un blanc meurt. Ça commence à devenir un problème mondial auquel peuvent même s'associer nos dirigeants pour parfois aller verser des larmes. On a quand même vu des situations, hein, des gens sont partis à Paris, verser des larmes parce qu'il y a une... Je suis Charlie, par exemple. Voilà, ce Je suis Charlie ou le président Béni. On a vu le président béninois verser des larmes. Il est voisin du Nigeria. Il n'a jamais pleuré pour les victimes de Boko Haram. Il va pleurer à Paris. C'est-à-dire, cette histoire-là, elle vient quand même de ceux qui nous représentent comme pays. À un moment, il faut se le dire, le reconnaître. Si je me retrouvais dans une situation similaire avec un Chinois, quelque chose nous arrivait qui devait provoquer un incident diplomatique, je crois que le Togo ne pèserait pas parce que le président togolais ne réagirait même pas. Mais si tu fais quelque chose à un Chinois, tu sais très bien qu'il y aura des retombées diplomatiques. Je ne suis pas moins important qu'un Chinois, mais je suis indexé en tant que valeur à mon pays et il ne vaut rien parce que j'ai des dirigeants qui, eux, ont accepté que nous ne valons rien. C'est-à-dire ça, tant que ça ne changera pas, et comme tu le dis, peut-être des révolutions. Mais si c'est des révolutions, il faudrait peut-être que du groupe de ceux qui nous dirigent naissent des personnes qui disent c'est nous les privilégiés, nous mettons fin à ça. Parce qu'en général, ce ne sont même pas juste des minorités, mais c'est des minorités responsables de la situation. Voilà, moi, mes premières études latino-américaines, des recherches que j'ai faites en Amérique latine ont commencé par Cuba. On oublie que ce sont des fils de bourgeois, les Fidel Castro qui ont dit on met fin à ce que la bourgeoisie fait. Mais tant que nous aurons plutôt des élites dont le but principal est de conserver leur situation, et pour qui notre relation aux autres ou notre valeur par rapport aux autres n'est vraiment pas un problème, nous continuerons à être ce qu'on voit sur les plages, qu'on maltraite comme on veut, sans que ça émeuve quelqu'un. Je donne un exemple parce qu'il est trop récent. L'émotion suscitée par ce qui se passe en Ukraine. Je veux dire, bon, d'accord, parfois on dit ils ont bombardé. Ils ont bombardé, on ne ment pas, ils ont bombardé, il y a eu 2 morts. Oui, ils ont bombardé, il y a eu 2 morts. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis des décennies, c'est plusieurs morts tous les jours et personne ne se soucie de ça parce que c'est l'Afrique, c'est les Noirs. Et ça, je pense que tant que nos dirigeants, parce que nos révoltes ne suffiront pas, tant que nos dirigeants ne comprendraient pas que notre dignité dépendrait de leur façon de considérer nos pays, nous serons quand même toujours ceux qui ont une valeur nettement moindre que
celles des autres, des vies sans importance par rapport à celles des autres. Tout est question de volonté. Mamoudou Samb, que peut l'écriture face à ces drames? Voilà. Je pense que je commencerai par ce que M. Tchak a dit, Chami Tchak. D'ailleurs, je suis content d'être avec lui sur le même plateau. Ça me fait plaisir. Autant que moi. Parce que je me souviens, on s'est rencontrés la dernière fois à Paris, au Salon du Livre de Paris. On a eu les mêmes interviews, peut-être d'une façon différenciée. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire et ce que M. Tchak a dit. Oui. Mais je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que l'écrivain en tant que tel, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? Oui. Mais il commence par dénoncer. Je vous donne un exemple. L'échappe des jumelles, Oui. que vous connaissez, ce Oui. livre-là. Qui parle de quoi? Qui parle du bateau Le Joola. Oui. Allez dans, je le dis, je le répète parce que c'est important. Allez dans n'importe quel milieu de jeunes, demandez-leur, est-ce que vous connaissez le naufrage d'un bateau? Ils vous diront le Titanic. Exactement. Or, dans le Titanic, on a à peu près 1600 morts, ce n'est pas négligé, à peu près. Dans le bateau Le Joola, on a eu 2000 et plus, Oui. plus de 2000 morts. La plus grande catastrophe maritime. C'est pas ça seulement. Oui. Faites des statistiques, calculez. Si vous faites le calcul proportion par proportion, vous allez vous rendre compte que le bateau Le Joola est 15 fois plus meurtrier que le Titanic. le Titanic. On n'a pas le temps de faire le calcul, sinon j'allais vous faire ça. Vous allez voir. Parce que si vous prenez la proportion de personnes qui devaient être dans le Titanic, parce que là-bas, au moins, il devait y avoir dans les 2000 personnes à peu près qui pouvaient être dans le bateau. Au moment où dans le bateau Le Joola, on ne pouvait avoir que 500 personnes, 600 personnes, plus équipage. Exactement. Et si vous faites les proportions, vous allez vous rendre compte que, calcul pour calcul, le bateau Le Joola est 15 fois plus meurtrier que le Titanic. Mais on ne parle pas tout du Titanic, on ne parle jamais du Joola. Parce que ça n'arrange personne. D'abord, on le sait, ça n'arrange personne qu'on revienne sur ça. Mais attendez, est-ce qu'on a le droit, n'est-ce pas, par ce qu'on appelle devoir de mémoire, de dispenser nos enfants de la connaissance de cette catastrophe qui a existé ici au Sénégal et juste à côté? Nous sommes devant l'Atlantique et c'est juste à côté. Exactement. Tendez le bras, vous allez toucher la coque du bateau. C'est vrai. Tout de suite. Tendez les bras. Alors, mais pourquoi est-ce que ça va continuer comme ça? C'est-à-dire que le nègre meurt, c'est pas un problème. Et quand les autres meurent, ça devient un tollé. Je vous donne ces deux exemples-là. Oui. Voilà. Et vous mettez Samy Tchak dans la peau du blanc. René Charin, Maurice Boyer. Comment le blanc voit-il ces drames-là? Comment ce regard-là? C'est important. Oui, on pourrait peut-être dire que, bon, ben, il n'y a pas un seul blanc, il y a des blancs, mais on peut oser quand même se construire un blanc général. Ben, il le voit parfois avec un certain, quand il a beaucoup d'empathie, avec un certain paternalisme. Quand il est indifférent, avec une certaine distance. Quand il est raciste, c'est que c'est normal. Non, c'est vrai. Parce que ça dit, les meilleurs sont paternalistes. Parce que ce n'est pas le manque d'empathie qui serait leur problème. C'est plutôt l'empathie avec la situation verticale. Il est en haut et il regarde ces gens, mais c'est quand même triste ce qui se passe avec les Africains. Et ça peut donner lieu à des actions qui sont humainement touchantes parce qu'il faut les aider. Je donne un exemple. Allez-y. Dans un lycée français, là je le faisais vraiment exprès, je peux même dire que j'ai triché, que ce n'est pas honnête quand même. C'est à Fougères, je demande aux jeunes par rapport à leur connaissance pour le continent. Je leur demande quand vous serez adulte, quand vous aurez vos diplômes, qu'est-ce que vous avez vraiment comme rêve? On venait de parler de l'Afrique. Bon, ils étaient 20 élèves dans la salle. 15 élèves ont dit, moi, j'aimerais créer quand même une association pour aider l'Afrique. Des gosses quand même qui avaient 14-15 ans, hein, créer une association pour aider l'Afrique. D'accord. Et puis après, je dis, mais bon, je prends toi par exemple, association pour aider l'Afrique, laquelle? Parce que là, nous parlons d'un continent. Il dit oui, bon, ben, comme on sait que c'est les mêmes problèmes partout sur le continent. Ils n'ont pas d'eau. Ils ont des problèmes de terre. Et parfois même, il faut leur donner des livres. Donc moi, apporter des livres, par exemple, je lui dis, en fait, si on gérait très bien nos histoires d'eau là, l'Afrique centrale
peut offrir à boire au monde entier. Ouais. Rien que le lac Tanganyika peut offrir à boire au monde entier. L'Afrique ne manque pas d'eau. Ça dépend de quel coin toi tu choisis pour dire Afrique. Or, ce gosse qui dit ça est de bonne foi. Mais déjà, il se situe en haut. Aider l'Afrique. C'est pas aider l'Afrique. Il ne se rend pas compte que peut-être en aidant l'Afrique, c'est peut-être lui qui resterait comme un nom. Que cette Afrique n'en tirerait rien. Mais grâce à ce qu'il croit être une démarche humanitaire, lui, il deviendrait un nom dont on parlera chez lui. Et là, c'est ça, moi, mon problème. Qu'est-ce qui fait que ce regard-là vertical persiste, même chez des gens de bonne foi? Ils regardent notre continent à travers le continent que les leurs ont fabriqué pour le réintroduire dans l'imaginaire même des Africains que nous sommes. Parce que l'Afrique dont nous parlons en général, c'est celle que les Blancs ont fabriquée pour nous. Or, cette Afrique-là, elle est placée d'emblée au bas de la verticalité occidentale. Donc, on ne peut pas reprocher à un Blanc, qui qu'il soit, en arrivant ici, d'avoir une sorte d'assurance qu'il est au-dessus et que les autres, il faudrait qu'ils les regardent avec un peu d'humanité, c'est-à-dire de générosité, parce qu'il est blanc. Et il n'a même pas besoin, moi je vois au Togo, tu es dans une file, ici peut-être ça ne se passera jamais, je ne sais pas, au Togo, tu es dans une file, une banque, tu fais une file pour retirer de l'argent, ce n'est pas une plaisanterie. Quelqu'un quitte quand même le devant du guichet parce qu'il est quelqu'un qui gère l'ordre là, il vient le chercher, mais patron, venez. Parce qu'il estime que le blanc, il n'a pas à attendre dans la file. S'il n'est pas lui-même suffisamment, quelque part, humain pour dire non, je suis dans la file, il quitte la file et personne ne bronche. Voilà, le regard, nous l'avons intériorisé, eux, ils l'ont presque comme quelque chose de naturel. Ils nous regardent même avec une grande sympathie, avec une forme un peu insupportable pour moi de paternalisme. Vous écrivez dans le continent du tout ou du presque rien que l'Afrique est une réalité occidentale. Comment faire de l'Afrique une réalité africaine? Voilà, je pense que je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous savez ce qu'il y a de plus grave dans la vie de quelqu'un? C'est ce qu'on appelle les représentations. Souvent, je le dis, on me dit, mais M. Samb, vous savez, je dis, attendez, moi, je me définis d'abord comme un Baol, d'un Gabo Sankai, il n'y a pas de problème, un Sénégalais, un Africain si vous voulez, mais je me définis beaucoup plus comme un citoyen du monde et non comme un citoyen sénégalais. Je vais vous dire pourquoi. Et il y a mieux que cela, par exemple, je refuse de me cramponner à l'histoire aussi. Pourquoi? Je refuse de me cramponner à l'histoire parce qu'il y a plusieurs sortes d'histoires. Il y a une histoire sur laquelle on peut se baser, n'est-ce pas, pour avancer et évoluer. Et une histoire qui vous enchaîne dans le passé et vous met en minorité devant celui qui a été votre maître. C'est cette histoire-là qu'il est enseigné à l'école. Voilà, malheureusement. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faudrait revoir tout ça. Si par exemple on continue à enseigner à nos enfants qu'on a été colonisé, le blanc a pris notre papa, on l'a décapité. Une histoire défaitiste. On a pris sa tête, on l'a amené en France. Et qu'est-ce qu'on fait? On ramène des reliques. Mais attendez, nos enfants vont se dire, mais attendez, c'est parce que nous on est inférieurs, ils sont plus forts que nous, ils sont meilleurs que nous. Et puis ça va continuer. C'est-à-dire que je n'approfondis pas parce que je sais qu'on n'a pas le temps. Ouais. Mais c'est toute une leçon qu'on doit faire par rapport à ça. L'autre, c'est quand je dis par exemple que je refuse de me... Vous savez, j'ai beaucoup aimé les expressions de Léopold Sédar Senghor quand il dit s'enraciner pour s'ouvrir. Oui. C'est très bien. S'enraciner, c'est bien pour s'ouvrir. Mais je préfère plutôt l'ouverture que l'enracinement qui vous cramponne, qui vous met, par exemple, enchaîné dans un terroir qui, avec l'histoire et ce qu'on appelle les représentations, font de vous toujours un inférieur. Et c'est ça le problème. Donc, je veux dire par là que, vous l'avez bien dit, quand par exemple on a ce qu'on appelle un regard vertical sur l'individu, Ouais. on le surplombe toujours.
Et quand par exemple c'est horizontal, là, il y a des termes qui vont disparaître automatiquement. Par exemple, là, bon, j'ai pitié de lui, je veux l'aider, je veux le convaincre. Ces mots vont disparaître quand c'est horizontal. Parce que là, on se regarde d'égal en égal. Là, ça dit que l'autre n'a pas besoin de vous pour exister. L'autre n'a pas besoin de vous pour subsister. L'autre n'a pas besoin de vous pour s'exprimer. Or, tant que l'autre vous regarde de là-haut et vous considère comme étant, par exemple, moins que rien, c'est ça le problème, il sera compatissant, il sera gentil avec vous, il va essayer de vous aider. C'est pas possible. Et souvent, ce qui vous aide, au moins que ce que vous avez. C'est ça le problème. Il y en a qui cherchent à vous aider. Au moment où vous avez beaucoup plus que ceux qu'ils ont. Mais d'une façon instinctive, ce qu'on appelle bloqué par l'histoire et le terroir, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez comme si c'était tout à fait normal. C'est ça le problème. Ce sera difficile à développer peut-être par rapport à l'émission, mais peut-être qu'on y reviendra un jour. Et pour finir, tout est question de volonté. On revient à la question de départ. Pour changer un peu ce regard, ça commence à la barre. Mais un président africain qui est un peu le meneur de sa nation quand il est élu, ses premières visites sont dans un continent, c'est dans le continent. Est-ce que le colon est toujours parmi nous, comme disait Sartre dans l'Orphée Noir, préface d'Orphée Noir de Senghor, par exemple? Il est là, toujours là, même dans les conciliabules les plus secrets. Non, je pense que tu as tout dit. Si je reprends ce que tu as dit, je crois franchement que nous avons un énorme problème. Ce problème-là, c'est que nous ne transmettons que l'histoire de la défaite et nous habitons la défaite. C'est tout. Non, tu as tout dit, il n'y a rien à ajouter. Et pour parler, je m'excuse. Allez-y. Pour parler par exemple des intellectuels que nous sommes, je le disais tout de suite à Béchetiak, je lui dis, mais attendez, on a l'impression que la littérature s'est arrêtée en 1960. Depuis lors, il n'y a rien. Or, les problèmes qu'on avait en 1960 ne sont plus les mêmes problèmes. Les réflexions que ces personnes-là avaient par rapport à 1960 ne sont plus les mêmes. Nous sommes dans un autre monde. Et surtout, ce qui est plus grave, ce n'est pas un autre monde, mais c'est un monde qui est toujours le monde, mais qui évolue vite. Vite et vite et vite et vite et vite. Je ne vais pas citer d'exemples. Pour le cas, par exemple, de la Corée du Sud, qui est partie de rien, qui était presque colonisée par le Japon et d'autres. Mais ils ont tout transformé. Tout transformé. Et souvent, par exemple, le soft power, par exemple, qu'ils ont installé à leur niveau, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient en train de fabriquer des voitures qui étaient vendues, des téléphones qui étaient vendus, lorsqu'ils ont vu que, par exemple, le film Jurassic Park, qui est sorti, a fait beaucoup plus de recettes que l'ensemble de leurs ventes en voiture et en téléphone, mais ils ont changé de cap. Il ne faut pas habiter les défaites, il faut habiter les victoires. C'est tout. Oui, disons, ce n'est même pas habiter. Pour qu'on ait de l'espoir. Oui, c'est même pas habiter. Le tableau est trop noir, il faut de l'espoir. Voilà, c'est même parce pas que nous sommes un continent jeune, l'Afrique est jeune. Voilà, c'est même pas habiter des histoires. Il y a quand même une chose d'ailleurs que je me rappelle là, c'est Césaire, hein, un de ses plus beaux vers qu'il a tenu à ce qu'on mette comme épitaphe sur sa tombe à Martinique. J'habite une défaite sacrée. Non, moi je n'habite pas une défaite sacrée. Moi je lis quand même l'histoire du continent africain d'une façon transversale. Peut-être ça a duré des siècles. Nous ne sommes pas les seuls à avoir connu des apogées et une décadence. Où en sont les Grecs? Mais Rome, l'Italie des Romains, les Grecs, mais l'Empire ottoman. Mais où en sont ces grands empires? L'Empire des Perses. Mais ça s'appelle l'Iran aujourd'hui. Où en sont-ils? Mais les gens ont connu des défaites. La Chine a été humiliée par les Japonais. Vraiment, l'Allemagne a été humiliée comme elle a humilié. Le vrai problème, si tu pars de l'idée que tu habites une défaite sacrée, c'est qu'à un moment, tu te dis, mon identité est celle de ma défaite. À un moment, il faudrait peut-être que nous nous rendions compte d'une chose. Laquelle? Cette chose-là, c'est quand même de reconnaître qu'il y a des moments historiques à chaque époque de notre humanité où une civilisation parvient à capitaliser et à faire la synthèse de tout ce que les humains ont fait de meilleur et offre
des possibilités plus élevées que celles des autres. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas en termes de supériorité ontologique, mais il y a quand même des périodes où des civilisations parviennent à se mettre à une sorte d'apogée qui les situe au-dessus des autres en termes de possibilités. Nous l'avons connu sur notre propre continent. Quand cela arrive, il suffit peut-être qu'à un moment, on se dise que ce qu'ils ont fait n'est qu'un héritage universel. Ce n'est pas un emprunt. Si on va chercher chez eux ce qui nous permet de faire des révolutions, des sauts en avant nous-mêmes, ce n'est pas un emprunt parce que c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Qu'aurait été l'Europe sans les Grecs? Oui. Mais qu'auraient été ces mêmes Européens si les Arabes n'avaient pas servi de médiation entre les Grecs et eux? Mais non, ils étaient même pour beaucoup obligés d'apprendre l'arabe, pour aller puiser en arabe l'essentiel de la civilisation grecque. Donc ils n'étaient rien du tout. L'Allemagne, tous ces pays-là, ou l'Espagne, ces pays, l'Europe, une partie de l'Europe a quand même connu une domination arabe. Ils ont connu une domination de l'Empire ottoman. On prend Venise, beaucoup de choses qu'on voit belles à Venise, ça vient du modèle ottoman. Mais où en est l'Empire ottoman? La Turquie domine qui aujourd'hui? Donc nous pourrions accepter l'idée que l'histoire met les civilisations toujours en apogée, en décadence, et que quand on connaît la décadence, en général, c'est une autre forme d'apogée qui se prépare. Pour ces conditions, pour que cela arrive, il faudrait plutôt accepter l'idée de ce qu'ils font de meilleur, nous le prenons. Pas comme des gens qui empruntent pour qu'on dise vous êtes. Non, nous le prenons parce que c'est un patrimoine humain. Nous sommes formés quand même pour Exactement. prendre à ce qui se passe en Europe, aux Amériques, le meilleur de ce que nous croyons être des potentialités. Nous n'avons pas à nous sentir inférieurs à ces gens alors qu'ils sont encore capables de venir chercher parmi nous des têtes dans tous les domaines pour aller contribuer à leur apogée. Mais comment ça se fait que nous acceptions de contribuer encore à leur apogée alors que nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore exploité le meilleur des potentialités telles qu'ils les ont mises à la disposition du monde entier. La Corée que tu cites en est un exemple, elle n'a rien inventé. La Chine même n'invente rien. Les Japonais n'ont rien inventé. Ils ont accepté une chose. L'Europe a placé une barre de potentialité un peu plus élevée. C'est là que nous allons puiser et pour être à leur niveau ou même les battre sur leur propre terrain. C'est en train d'arriver avec la Chine. Elle est en train de battre les Européens et les Américains sur leur propre terrain. La Chine n'invente rien. Nous n'avons pas démontré que nous sommes nouveaux. Je suis d'accord, 1000 fois d'accord avec toi. L'idée de Racine nous amène à dire il ne faut pas me dénaturer, j'ai mes racines. Mais non, c'est l'ouverture et cette ouverture nous permet d'aller prendre ce que nous pouvons prendre pour n'avoir pas à rester quelque part enraciné dans une identité mythique, source parfois d'une fierté un peu illusoire. On n'a pas de fierté quand les autres te cognent dessus quand même. Hein. Et sur cet échiquier, il faut être acteur mais pas spectateur. Pour finir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui est grave d'ailleurs, c'est d'être acteur. Acteur pour être acteur, c'est-à-dire un acteur qu'on utilise en tant qu'acteur et qu'on oriente là où on veut. Ouais. Hein? Observateur serait plus grave encore. Mais acteur, ça dit que qu'il ne s'agit pas d'un acteur qui, sur la scène, vient jouer une pièce de théâtre qui n'a pas été faite pour cet acteur-là. C'est ça le problème. Il faut savoir se faire soi-même sa pièce de théâtre et la jouer. Et c'est ça être un acteur. Refuser surtout, je le dis, ça va peut-être faire mal à certaines personnes, ce qu'on enseigne à nos enfants. Il faut que ça s'arrête. Cette histoire-là, c'est une histoire de la colonisation qui met l'enfant, qui met l'élève dans une situation de dépendance totale par rapport à cette histoire-là, comme étant dominé, quelqu'un qui n'a jamais rien réalisé, quelqu'un qui est incapable de le faire. Et ça, il faut qu'on arrête.
faut qu'on arrête. Ça, c'est juste un aspect. Mais ce qui est sûr, comme l'a dit Tchak, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui. Mais il faut qu'on arrête de penser que le rêve n'est plus permis. Exactement. Littérature et migration, mot contre mot, c'est un peu le thème de cette émission. Et c'est la fin de cette émission. On pouvait continuer à discuter un peu de ce thème qui résiste autant au vieux serpent de mer, le drame des migrants, à Ceuta Melilla, mais c'est qu'on est la face visible de l'iceberg. En tout cas, Mamadou Samb, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci également à Samy Tchak d'être là. Merci beaucoup. Merci également à la noblesse anodine. Elle se nomme deux Moussa, Moussa Dia et Moussa Fall. C'est deux Moussa qui nous ont permis un peu de réaliser cette émission. Le continent est derrière nous, il est espoir. Le grand bleu, le bleu est espoir. La jeunesse est espoir. Gardons cet espoir. Ça ira, Inch'Allah, comme on dit ici, bien sûr, des programmes sur ITV.